Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 90 de la saison 3. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Et si on parlait diversification alimentaire ? On passe tous par là en tant que parents avec plus ou moins d'aisance. C'est pourtant une étape essentielle du développement de l'enfant. Parfois flippante, parfois drôle, parfois irritante, cette étape peut mettre à rude épreuve les compétences parentales. Que l'on soit pro-purée et petit pot ou pro-DME, c'est-à-dire diversification menée par l'enfant, faut bien le dire, on va devoir lâcher prise. Manon Brostek est orthophoniste, spécialiste de l'alimentation. Elle vous guide tout au long de l'épisode sur les essentiels, à savoir les petits trucs et astuces qui font la différence, pas pour réussir quoi que ce soit, mais pour passer un bon moment autour du repas. On a aussi évoqué les âges un petit peu plus compliqués où les enfants peuvent faire le rejet alimentaire, ce qu'on appelle la néophobie alimentaire, et où ça devient difficile de leur faire avaler autre chose qu'un repas composé d'aliments blancs. Pareil, Manon vous donne ses trucs et astuces, ça fait la diff, j'ai testé un peu avec ma fille, c'est pas miraculeux, mais au moins on sait tous qu'on peut y passer. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Manon. Salut Clémentine. Alors je suis ravie de te recevoir parce que tu es ma dernière interviewée de la saison et comme ça fait 1 mois et demi que je peux interviewer quelqu'un, c'est vraiment un honneur que tu sois là, merci. De rien, avec plaisir. Et surtout ça me fait plaisir de le faire en face à face. Ouais. Alors déjà raconte-moi ta matrescence parce que tu parles beaucoup de ta parentalité sur les réseaux sociaux et maintenant que ta fille a passé les 2 ans, je pense que tu as un autre regard, donc comment est-ce que ça a chamboulé ta vie ? Un peu comme toi, je dirais, du tout au tout. Et surtout par rapport, je crois que ce qui a été le plus frappant pour moi, c'est la différence entre ce que j'avais projeté et ce qui s'est réellement passé. Et ce sentiment un peu de perdre pied. Donc ouais, pour moi, la naissance de ma fille, elle a foncièrement tout changé. Chez moi, aussi bien sur des trucs très pragmatiques que en fait juste la personne que je suis. Et je crois que c'est ça qui... Enfin bon, tu le décris très bien dans ton podcast, mais ouais, c'est ça qui peut être violent ou chamboulant, quoi. Et pour le coup, moi, je l'ai vécu comme ça. Surtout quand on n'est pas préparé. C'est clair. Et qu'on n'a pas compris que ça allait nous arriver à nous. C'est clair. Alors, explique-nous pourquoi est-ce que tu as voulu devenir orthophoniste ? Je pense que si tu me demandais ça à l'époque où je faisais mes études, je t'aurais répondu tout autre chose. Là, du coup, je pense vraiment qu'il y avait un truc d'appartenir aux soins, de pratiquer du soin. Il y avait quelque chose comme ça. Et quand même, aujourd'hui, je l'analyse beaucoup. Moi, j'ai un frère qui est polyhandicapé et qui n'a pas accès au langage.
Et je pense a posteriori qu'il y avait quelque chose comme lui rendre la parole ou tu vois, un truc un peu comme ça quoi. Essayer avec lui Ouais. d'appliquer. Finalement, j'essaye rien du tout avec lui. Mais tu vois, un truc un peu où je suis venue penser une plaie ou je sais pas, quelque chose comme ça, un peu personnel, alors que sur le papier, c'était plus, quand j'ai choisi cette voie-là, un truc dans le soin, d'avoir un impact direct sur la vie des gens, etc. etc. Et voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus vaste. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que justement, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es spécialisée dans quelque chose qui est complètement différent du langage et de la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui l'alimentation, j'imagine, c'est 100% de ton activité ou tu fais encore d'autres consultations ? Quasi. Je fais un petit peu de langage encore, mais non, je fais beaucoup, beaucoup d'alimentation. En fait, je suis tombée dedans un tout petit peu avant l'arrivée de ma fille et ça m'intéressait en fait parce que tout est lié quand même. On appelle ça les troubles de l'oralité parce que en fait, ça va regrouper alimentation, langage, etc. Et puis l'arrivée de ma fille a fait que d'un coup j'ai eu besoin d'accompagner des parents d'enfants plus jeunes, d'enfants de nourrissons en fait, et l'oralité, les troubles alimentaires pédiatriques me permettaient d'accéder à ces patients-là. Et j'avais envie, moi, en tant que pro de santé, de ramener beaucoup de factuels à un moment où j'aurais eu besoin qu'on le fasse pour moi. Et où, pour moi, le 0-6 mois, mais j'étais vraiment sur Neptune et j'aurais eu besoin qu'on me parle de recommandations, d'études scientifiques, de EHPAD, de Tati Jackie qui a dit, je sais pas quoi, d'idées reçues, tu vois, ou de mythes. Ouais, c'est clair. Et donc, tu t'es spécialisée où, comment, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait des formations. Nous, en tant qu'orthophonistes, on a des formations continues. En fait, tu te formes sur une semaine, plusieurs fois dans l'année. Donc, j'ai fait ça. Et après, au moment de la diversification de ma fille, je me suis formée spécifiquement à la DME, donc à la diversification menée par l'enfant, avec une nutritionniste canadienne pour pouvoir être dans l'accompagnement d'enfants, être sur du préventif plus que sur de la pathologie. Ok. Ils sont forts, ces Canadiens. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, il me dit oui, je me suis formée au Canada. Ah ouais, on a un train de retard, clairement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est le plus important à savoir quand on commence la diversification ? Je pense que c'est de garder à l'esprit... Attends, comment je vais dire ça ? C'est une découverte alimentaire. Et je pense qu'il faut se le redire comme ça et pas avoir d'attente, ni en termes de quantité, ni en termes de comportement à table, ni rien en fait. Se dire que pour nous, manger, c'est un truc qu'on fait tous les jours. Moi, je peux manger 6 fois par jour. Mais pour nos enfants, en fait, c'est la première fois qu'ils ont accès à autant de goûts, de couleurs, de saveurs, de textures différentes. Et donc, accompagner cette découverte avec autant j'allais dire de coolitude, mais ça n'existe pas, de bienveillance, c'est pas le bon mot, mais en étant aussi cool que tu accompagnes les premiers mots, que tu accompagnes, de s'en émerveiller plutôt que d'être tout de suite sur des grammages et des pensées qui peuvent faire peur en fait. Ouais, de ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit. Exactement. En fait, que nous aussi, on se mette dans la peau d'un enfant, de découvrir quelque chose. Ouais, c'est ça. Et du coup, de le voir avec le côté ludique plus que normé ou autre. Alors, il y a quand même des normes et moi, je sais que j'ai été perdue pendant longtemps parce que on te dit c'est aux 6 mois. Après, on te dit non, en fait, maintenant, c'est aux 4 mois. Ça, c'est au bon vouloir de chaque enfant où il y a réellement quelque chose à suivre sur l'âge. Il y a des recommandations. Aujourd'hui, les recommandations européennes, c'est de démarrer entre 4 et 6 mois révolus. Et après, une fois qu'on a dit ça, et c'est ça que je trouve cool en fait dans l'alimentation, c'est que certains parents vont se dire mais alors du coup c'est 4 ou c'est 6 ou... En fait non, c'est quand tu veux, en partant de ton enfant, quand tu le sens prêt, quand toi tu te sens prêt, entre 4 et 6 mois révolus. Et après du coup, fonction de l'âge que tu choisiras comme étant adapté à ton enfant, tu commenceras soit par des purées, soit par des morceaux ou un mix des deux. Mais en fait, ce qui est trop chouette avec l'alimentation, c'est que c'est vraiment, réellement ton enfant qui va guider cette acquisition-là. Et toi, en tant que parent, si tu lâches pas prise, ça ne veut que mal finir. Et on est d'accord qu'il faut aussi que ces enfants, comme tu dis, on se laisse guider, mais qu'ils aient eu une acquisition motrice particulière, c'est-à-dire pouvoir se tenir.
Ouais, alors pour passer en texture lisse, on va plutôt observer des indices neurodéveloppementaux, mais c'est plutôt dans la bouche. Mais donc en général, c'est à 4 mois, ils l'ont. Par contre, en effet, pour les morceaux, on va attendre qu'ils maintiennent une position assise. C'est pas qu'ils s'assoient seuls, c'est vraiment qu'ils maintiennent une position assise, même si c'est avec un peu d'aide, et qu'ils réussissent à agripper les objets et à les amener à la bouche. Ah oui, donc il faut qu'ils aient plus ou moins la pince. Alors Pas la forcément. pince, c'est l'appréhension entre pouce et l'index, donc ça vient plus tard. Là, on parle de prise palmaire, c'est vraiment toute la paume de la main qui agrippe. Ouais, quand on vient bien manger comme C'est avant, ça. quoi, comme dans les hommes des cavernes. Exactement. Ce qui peut faire flipper les parents, Oui, tout à fait. alors que c'est naturel. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y a énormément de peur des parents au démarrage de l'alimentation sur qu'un enfant s'étouffe, donc ce que c'est le gag réflexe et comment notre cerveau il est trop bien fait. En fait, le gag réflexe, il est souvent à tort assimilé, interprété par les parents comme un étouffement. Et c'est ce qui fait que je vois un gag réflexe chez mon bébé, terminé, bonsoir, je repasse à la purée, je peux pas. L'idée, c'est vraiment de le distinguer de l'étouffement. Donc l'étouffement, c'est une situation en effet d'urgence où les voies aériennes, en gros, il y a 2 tuyaux dans la gorge, il y en a un, c'est les voies aériennes, l'autre, c'est l'œsophage pour aller vers l'estomac. Et là, les voies aériennes sont obstruées. Le gag réflexe, ça se passe même pas dans la gorge, c'est bien en amont, c'est vraiment dans la bouche et c'est un mécanisme essentiellement sensoriel qui vient protéger justement d'un étouffement, qui vient protéger les voies aériennes parce que le cerveau sentant une intrusion, donc ça peut être une intrusion parce que le morceau il est trop gros, parce que il va trop loin, il est gênant sur un plan sensoriel mais divers, ça peut être la chaleur, ça peut être plein de choses. Déclenche ce gag réflexe pour lutter contre cette intrusion-là. Et c'est pour ça qu'en maternité, quand on accouche à la maternité, si on a besoin pour X ou Y raison de présenter autre chose que le sein de la mère au bébé, le dalle, la petite cuillère, des fois on nourrit à la baby cup, ce genre de choses, on peut déjà observer des gags réflexes parce que l'enfant, à ce moment-là, il se dit « non, il y a intrusion ». Et petit à petit, le gag réflexe va reculer sans jamais disparaître. Ce qui permet donc, en fait, de manière physiologique, il recule, c'est-à-dire sans intervention de rien du tout, de toute façon, il recule. Et puis nous, parents, on peut encourager à ce recul en les laissant jouer avec les mains dans la bouche, avec des jouets de dentition, ce genre de choses. Et puis il va reculer, continuer à faire son taf de protection des voies aériennes et en même temps être moins présent. Et donc nous, on n'aura pas un gag réflexe à chaque repas, quoi. Non, en fait, c'est un moyen de se protéger. Complètement. Mais ça veut dire justement on a évité quoi que ce soit de dramatique quand il y a eu un gag réflexe. Ouais. En fait, c'est vraiment vu à tort comme un truc, comme un étouffement. C'est assimilé à un étouffement, alors qu'on en est loin. C'est pas sur le même étage anatomique et c'est plutôt, en effet, un mécanisme de protection, quoi. Donc le cerveau, il est intelligent. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi que les enfants touchent avec les mains ? Les textures, ça envoie quelque chose, une information ? Ouais, ça fait partie de la découverte alimentaire. Vraiment, en fait, nous, en cabinet, quand on a un enfant avec des troubles, on est obligé de se dire il faut déjà qu'il puisse toucher avant de mettre en bouche. Parce que, je grossis un peu le trait, mais en gros, les capteurs sensoriels qu'on va retrouver dans les mains sont à peu près ceux de la bouche. Et un enfant qui ne peut pas toucher ne peut pas mettre dans la bouche. Ah oui, donc c'est intéressant. Si déjà il y a une problématique avec le toucher, on sait que ça sera un peu complexe. Mais en fait, ça fait sens, même pour nous, adultes lambda. Souvent, dans mes ateliers, je parle de Koh-Lanta. Dans Koh-Lanta, il y a cette horrible épreuve où ils soulèvent un capuchon et ils doivent manger des œufs de poisson et des insectes grillés. Et c'est horrible. Et sensoriellement, c'est un affront. Et ils ont, 10 secondes pour avaler tout ça. Et c'est terrible pour eux parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'envoyer d'informations sensorielles à leur cerveau avant de mettre en bouche. Donc, tu les vois qui sont à 2 doigts de vomir et tout ça. En réalité, je suis certaine que si dans cette épreuve, on leur montrait avant, donc découverte sensorielle visuelle, on les laissait toucher, sentir, etc., j'envoie plein d'infos à mon cerveau qui me permet de dire « Ok, je vais mieux l'accepter en bouche une fois que ce sera en bouche ». Pour nos enfants, c'est pareil. On leur offre, en les laissant toucher, on leur offre le contrôle de la découverte alimentaire. Ah, donc ça veut dire que quand on arrive avec une petite cuillère en mode « ouvre bien la bouche, te la fourre dedans », potentiellement, c'est plus une agression qu'un plaisir de découvrir quelque chose. Je sais pas, parce qu'à la fois, ça dépend en fait, ça dépend. Parce que je pense qu'il y a un âge où quand même, on peut le voir comme on les aide au maximum à découvrir ça. Mais ce qui est certain, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une agression. Par contre, ce qui est certain, c'est que même quand on ne fait que de la texture lisse avec son bébé, c'est cool de le laisser aussi toucher et découvrir en purée, mais...
Je vois ta tête. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait le yaourt comme ça. Oh là là, le carnage que c'était. Mais c'est ça. Comme c'est lisse, c'est mieux en fait quand c'est des morceaux. Des morceaux, ouais. Ça part moins dans tous les Non, sens. c'est clair. Par contre, c'est certain, tu fais de la purée en autonomie, c'est un carnage. Alors, est-ce que tu peux nous... C'est un peu la minute téléachat, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'équipement pour qu'une diversification, ça se passe bien? Ou est-ce qu'on peut le faire voilà, sans grand-chose? Moi, j'ai tendance à dire, il te faut un bébé aux mains propres et un aliment. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, et je pense que tu peux en témoigner, il y a quand même 2-3 trucs pour se... Disons, en fait, c'est simplement... Bon, ramenons le truc. En réalité, l'alimentation, c'est quand même, en tout cas de mon expérience, beaucoup géré par les mères et qui du coup ont déjà une charge mentale, et ça c'est les chiffres, une charge mentale qui explose. Donc je crois que j'apprends rien en disant que si on peut se simplifier un petit peu la vie, oui en effet il existe des trucs qui vont te permettre de passer moins de temps à nettoyer derrière et du coup en même temps à laisser l'enfant découvrir en autonomie et que ce soit sympa. Maintenant c'est pour ça, j'en profite, je le dis maintenant, mais c'est aucun problème à nourrir soi-même son enfant aussi, parce que ne serait-ce que pour la raison, là j'ai pas le temps et en fait il faut aussi que les choses elles avancent et que j'ai pas 2 heures de ménage derrière. 2 heures, j'exagère. Mais du coup, ouais, il existe. Pour moi, The ustensile, c'est un peu ce grand plateau là et que je trouve chouette. Ça s'appelle le Tiddy Tot, où il y a la dame des gribouillis qui font ça. C'est comme une soucoupe volante autour de ton enfant avec un bavoir intégré et ça met ton enfant en réussite puisque forcément il va faire tomber. Mais à ce moment-là, il peut rattraper seul et du coup remettre à la bouche. Donc cercle vertueux. Sur l'alimentation. Ouais, sauf que je te dirais un truc, c'est que maintenant ma fille qui a 9 mois, elle a compris qu'elle pouvait le soulever et alors elle fait tout valser, alors ça c'est l'enfer. Ouais, la catapulte. de 4 mois à 9 mois c'était trop bien, mais alors là c'est une catastrophe, ça revient au même en fait. Ouais, mais je pense qu'il y a un âge où peut-être il faut s'en passer. Voilà, c'est ça. Après t'as raison, elle est en réussite parce qu'elle peut rattraper et puis ça la fait mourir de rire. Écoute, ouais. Bon, mais du coup on doit quand même faire le ménage bien comme il faut. Est-ce qu'il y a un... Et si, je sais qu'il y a un ordre, mais pourquoi est-ce qu'il y a un ordre à respecter dans la présentation de certains aliments qui peuvent être allergènes? Ouais. Du coup, je commence par dire qu'il n'y a pas d'ordre pour toutes les autres familles d'aliments. Les recos actuels et qui sont révisés depuis 2020, c'est vraiment que quel que soit le mode de diversification, au démarrage de la diversification, on devrait introduire toutes les familles d'aliments. Donc, il n'y a plus ce truc qui a encore la peau dure de, j'en sais rien, 3 jours de carottes, 3 jours de machin. En fait, on peut y aller sur fruits, légumes, viande, poisson, produits céréaliers, matières grasses. Tout ça peut être introduit dans n'importe quel ordre, tout comme on veut. C'est vrai qu'il y a des aliments qui sont allergènes et dont on ne veut pas retarder l'introduction, puisque plus on les introduit de manière précoce et plus, a priori, on a de chances de diminuer le risque allergique plus tard. Du coup, ces aliments-là, donc il n'y a pas de recommandation officielle, mais c'est vrai que ça ferait sens de les introduire un par un pour pouvoir, s'il y a une réaction allergique, savoir lequel est à incriminer. Donc à ce titre, il y a 14 allergènes prioritaires qui se trouvent très facilement sur Google. Et je pense que ces 14-là, ça vaudrait le coup de les présenter sur plusieurs présentations pendant plusieurs jours, observer. S'il n'y a pas de réaction, on enchaîne. Et s'il y a une réaction, on sait quel est l'allergène à incriminer. Ah oui, donc on ne mélange pas les produits allergiques. Ouais, allergènes. c'est plutôt ça où il y a un ordre. Ouais. Ok, d'accord. Oui, donc si je fais les œufs, par exemple, je fais pas le gluten en même temps. Voilà, je fais avec de la patate ou quelque chose. Voilà. On sait, il n'y a pas... y a pas matière à débattre, est-ce que c'est celui-là ou l'autre? Exactement. Ok. Et est-ce que si on a des parents qui sont déjà sur un terrain sensible, les enfants, on doit être plus vigilant? Ouais, on doit être plus vigilant. Alors moi, j'aurais presque tendance à dire, si vous savez que vous avez un terrain allergique, de se faire suivre direct par un allergo. Et sinon, ce serait de commencer à présenter les allergènes plus tôt, en fait. C'est-à-dire que pour un enfant, je dirais, tout venant, on présentera les allergènes avant 12 mois et ça permettra potentiellement de réduire les risques allergiques plus tard. Sur un terrain atopique, ce serait plutôt entre 4 et 7 mois. Donc, les introduire plus rapidement pour essayer, en fait, d'immuniser l'enfant, en quelque sorte, face à l'allergène. Ok, mais comme tu dis, il faut être suivi par un professionnel. Ouais, franchement. Ou une professionnelle. Bon, alors j'ai une question hyper tendancieuse qui déchaîne les passions. C'est quoi ta définition de la DME? Donc on va dire la diversification menée par l'enfant, parce que c'est un
un gros débat dans la sphère de l'alimentation. Donc vas-y, ça me fait beaucoup rire. Moi, en fait, je parle plus de DME. Je parle d'alimentation autonome parce que je me suis rendu compte quand je m'y suis formée, et notamment, en fait, pas tant des pros, mais en fait, jamais des pros. Beaucoup des gens sur des groupes Facebook qui ont commencé à poser des cadres autour de cette méthode, des règles un petit peu sur qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, etc., etc. Et en fait, beaucoup de ces règles sont basées sur rien du tout au niveau physiologique et anatomique. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de parler de cette méthode-là que moi, en tout cas, je trouve rigide, notamment parce qu'on lit beaucoup qu'on n'a pas le droit de présenter la purée, ou bien qu'on a le droit de la présenter, mais que si le parent n'intervient pas pour aider son enfant. Et en fait, pour moi, tout ça ne fait pas sens. Déjà, au niveau physiologique, il n'y a aucune justification. La purée, c'est une texture comme une autre à introduire et l'enfant est sensoriellement équipé pour faire la différence. Mais au-delà de ça, c'est aussi chouette d'accompagner son bébé dans la découverte et donc, de temps en temps, de nourrir son enfant, en fait. Parce que ton enfant est fatigué, parce qu'il fait ses dents, parce que toi, ça te fait kiffer de donner la petite cuillère à ton bébé. En fait, il y a 1000 raisons. Et je trouve que ça faisait trop un genre de clanisme comme ça entre purée et DME. Donc moi, mon gimmick, c'est purée et DME, c'est OK sur les réseaux. Mais je crois vraiment qu'il serait temps, et là, je lisais cette étude, ce week-end, je lisais une étude où les scientifiques eux-mêmes n'arrivent pas à définir la DME, justement parce qu'en fait, c'est des règles inventées et qu'en fait, je pense qu'on devrait juste parler du maximum d'autonomie à table. Donc moi, je parle de l'ALPAP, l'alimentation la plus autonome possible. Ouais, et puis c'est donner confiance à son enfant, en fait. Mais c'est de clair. L'accompagner. Mais c'est marrant parce que ça passerait pas sur d'autres domaines. Tu vois, sur la marche, jamais on dirait... Enfin, je sais pas si je vais trouver le bon parallèle, mais c'est vraiment spécifique à l'alimentation, comme ça qu'on scinde en deux groupes. Ouais, il y a deux écoles, quoi. Et on n'a pas le droit de Et déborder. en plus, on a tendance à présenter la DME comme meilleure que la purée quand c'est pas forcément vrai du tout. C'est la meilleure méthode, c'est vraiment celle qui conviendra à ton enfant. Et les parents de plusieurs, peut-être que tu peux en témoigner, peuvent dire que d'un enfant à l'autre, ce sera peut-être pas le même mode de diversification qu'on emploiera, quoi. Moi, je crois que j'ai fait pour ma première que des purées, enfin que des trucs lisses en petits pots. On lui a pas trop présenté de texture. Et pour notre deuxième, en fait, l'avantage, c'est que j'ai été au plus simple, c'est que j'en ai marre j'ai pas envie de cuisiner pour 4 personnes différentes. Donc, elle mange comme nous, donc on fait de l'alimentation autonome. Et ça, c'est un gain de 30 malades, par contre. Ça, c'est un énorme avantage. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on lui a présenté des purées, parce que j'aime bien faire des purées quand même. Et elle sait pas trop les manger, en fait. Du coup, parce que c'est plat, elle les recrache. Genre, je peux rien mâcher, là, vous me faites chier avec votre truc. Donc... c'est comme tu dis, c'est chaque enfant. Mais l'avantage quand même de les faire manger comme nous, c'est non négligeable. Ah oui, moi je crois qu'en termes de temps de cuisine, en tout cas passer les 15 premiers jours. Je pense quand même que les 15 premiers jours, tu prépares des petits bâtonnets spéciaux pour ton bébé. Mais après, rapidement, en fait, c'est même repas pour toute la famille. En effet, c'est génial, quoi. Surtout quand t'as un 3 ans et demi qui mange rien et un 9 mois qui mange trop bien. Ça te fait trop plaisir. Et elle l'a pas motivé, la grande? Ah non, ça marche pas. Non. Mais au moins, tu dis, il y en a sur 2 qui kiffent ce que tu fais, donc ça va. Est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels il y a certains enfants qui ne pourraient pas du tout être en alimentation autonome? Oui, mais alors ça va être des pathologies lourdes, des enfants qui sont pas en mesure neurologiquement d'appréhender les morceaux. Sinon, je vais redire un enfant tout venant, il peut, c'est juste qu'on décalera. Par exemple, dans certains cas de RGO, les pédiatres encouragent à démarrer plus tôt. Dans ce cas-là, on commencera par du lisse, puis on bascule ensuite sur des morceaux. Donc il y a des cas comme ça où tu vas t'ajuster, mais sinon, non. En fait, la DME, l'autonomie à table, c'est logique. C'est l'enfant, il sait se nourrir seul, même à 6 mois. Je veux dire, il a la position assise qui est physiologique, il attrape ce qui est physiologique pour manger. Au niveau oromoteur, dans sa bouche, il élève la langue, ce qui commence un prémisse de mastication. En fait, c'est logique de proposer des morceaux à un enfant de 6 mois. Après, je comprends qu'on le fasse pas forcément, mais du coup, il n'y a pas de raison de pas, en tout cas, d'en avoir peur ou de pas le faire, quoi. Et si toi, tu avais un plat auquel tu penses d'introduction qui est vraiment easy et qui peut, dans tous les cas, plaire, c'est au niveau de la texture et de la facilité, ça serait quoi?
Au tout début, j'ai quand même envie de conseiller de faire des petits morceaux de légumes ou le quartier d'avocat, des choses comme ça un peu individualisées. Par contre, le plat familial par excellence, enfin, tu vois, chez moi, mon mari est italien, mais du coup, c'est les lasagnes, un bébé de 6 mois. Alors attention, pareil, il va te les choper, il y en aura partout, etc. Mais les lasagnes, typiquement, si tu veux commencer par des lasagnes, tu peux. À table avec toute la famille, quoi. Et la sauce tomate partie. C'est ça. Voilà. Pour l'autonomie, c'est cool. Pour le ménage, non. Ok. Les lasagnes, c'est vrai que c'est un bon plat pour toute la famille. Et moi, il y avait un truc que tu avais dit dans ta formation qui m'avait marqué. C'est que ce qu'on ne veut pas, c'est un aliment rond et dur. Ouais. Pour les tout petits. Ouais. En fait, on a dit ce qu'on veut pas, c'est l'étouffement. Donc attention, faut pas confondre. Oui. Ah bon? Donc on ne veut pas faire mourir nos enfants. Partons de ce postulat. Le gag réflexe, c'est vraiment un mécanisme de protection. Donc là, je m'inquiète pas. Maintenant, le corps humain, il est bien fait. C'est-à-dire que même si le gag réflexe ne fonctionnait pas, que mon enfant est bien désensibilisé, etc., l'aliment va se diriger vers l'œsophage. Et parfois, il fait fausse route et il dévie et il va vers le larynx. Donc là, on veut pas. On veut pas parce qu'il y a potentiellement étouffement. Le corps humain est bien fait. Il y a un réflexe de tout qui va permettre de refaire bonne route. Maintenant, si c'est pas le cas, autant nous, en tant que parents, se prémunir d'un risque potentiel, donc que le gag réflexe ne fonctionne pas, que le réflexe de tout ne fonctionne pas, et que donc, même si tout ne fonctionne pas, on ne soit pas sur une situation d'étouffement potentiel. Et donc, on va éviter tous les aliments qui font la taille du larynx d'un bébé, soit à peu près la taille d'un annulaire, donc les cacahuètes, enfin tout ce qui est petit, rond et dur. Ouais. Et tu disais, tu vois, par exemple, si tu veux leur faire manger une pomme, on la met au four avant pour que la texture s'écrase. Ouais, tout ce qui est cru croquant, en fait, même sans dents, un bébé il peut décrocher un petit morceau qui peut alors devenir petit, rond et dur. Donc ouais, tout ça, c'est pas qu'on les évite, c'est qu'on les détourne. La pomme, je la fais cuire. La cacahuète, je la donne en purée. Voilà, on adapte un petit peu, en fait. Toujours pareil, on part de son enfant et de ce qu'il sait faire. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire détourner les aliments. Il faut juste réfléchir à d'autres stratégies auxquelles on ne pense pas forcément. Et je trouve que c'était un super rappel de dire petit et rond et dur, on ne veut pas. Voilà, après le reste, ça passe. Ah ouais. C'est pour ça élimine tellement peu de choses. Dans les aliments à éviter, c'est ça. Et les aliments à risque bactériologique, c'est le miel avant 1 an, viande, poisson, œufs et lait cru. Et encore pour le lait cru, si c'est du fromage, c'est comme pour les femmes enceintes, si c'est du fromage pasteurisé, nickel. Au lait cru mais à pâte dure, c'est d'accord. Au lait cru mais à pâte molle, c'est pas d'accord. Ça, c'est un peu plus dur. Moi, je suis perdue. Bon, alors maintenant, on va attaquer la partie un peu moins sympa, c'est-à-dire la partie où ils veulent plus manger. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un âge où avant, ils mangeaient des brocolis, des carottes, et d'un coup, non, plus rien ne passe à part un bon hamburger et des frites? Alors, pourquoi? Je sais pas bien te dire. C'est normal, en revanche, ça, je peux te le dire. Donc, c'est une période qui s'appelle la néophobie alimentaire. Clairement, vous qui m'écoutez, vous y passerez. A priori, ça concerne 77% des enfants à 3 ans. Donc vraiment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc vous allez y passer. C'est une période comme ça dans la vie de l'enfant où soudainement, alors qu'il mangeait tout, il va déjà plus accepter les nouveaux aliments, mais même des aliments qu'il aimait bien, se mettre à les refuser pour aller sur des trucs blancs en fait. Tout ce qui est pâtes, riz, mais c'est exactement ça. Toi, t'étais là, et regarde, le mien, il mange des épinards. Et d'un coup, ah non, plus que des pâtes. Donc, toi, en tant que parent, t'es un peu démuni. C'est une période qui est difficile à vivre en tant que parent, mais moi, ce que j'ai toujours envie de dire, c'est revenez-en au côté ludique. L'alimentation, si elle n'est pas drôle, de toute façon, n'importe quelle compétence qu'on veut accompagner chez son enfant, plus c'est drôle, plus ça fonctionne. Pour la nourriture, d'autant plus. De toute façon, les études nous montrent que les comportements de forçage alimentaire, type tu restes à table jusqu'à ce que tu aies fini, ça fonctionne pas. D'un autre côté, les comportements, alors je sais plus comment c'est défini dans l'étude, mais c'est genre t'en veux pas, c'est pas grave, je t'en propose pas, ça fonctionne pas non plus. Donc l'idée, c'est vraiment continuer à proposer, accepter, il en veut pas, mais on continue de proposer. Et voilà, on va changer les couverts ou alors changer la forme de l'aliment pour essayer de créer un moment de jeu.
Voire essayer d'inclure le repas, l'enfant à toutes les étapes du repas. Et si c'est les épinards qu'il aime pas, est-ce que tu peux partir de la feuille d'épinards et là on va ensemble les préparer et peut-être que éventuellement, ça reste du conditionnel, il mangera les épinards in fine. Ou faire ce que tu disais aussi, je trouvais intéressant dans tes ateliers, c'est dire faites un pique-nique, manger sur la table basse, changer juste de lieu, quoi. Ouais. En fait, c'est ça, c'est soit tu changes l'aliment, soit tu changes l'enfant, mais tu changes pas d'enfant, mais tu changes son environnement, en fait. Donc, soit l'aliment, tu vas travailler dessus, tu joues avec, tu le découpes, tu le fais cuire, tu le fais glacer, tu le fais... Bon, voilà. Ou bien, c'est l'enfant que tu changes de place. Aujourd'hui, c'est brunch, demain, c'est apéro, les faire manger avec leur père. Parce que dans la néophobie alimentaire, il faut quand même se dire qu'il y a vraiment un critère environnemental qui fait qu'ils refusent avec nous, parents, mais que chez Tata Michel, ça va très bien, à la crèche, ça se passe super, et toi, tu te dis, il y a un problème dans mon foyer. Non, c'est normal. Mais du coup, qu'est-ce que je peux switcher pour que ce soit un peu plus cool? Ouais, tu sais, ce moment où tu invites la famille et là, d'un coup, comme par hasard, ils mangent tout parce qu'il y a les cousines ou les cousins et toi, t'es là, sérieusement, hier, tu voulais aucun haricot vert et là, tu trouves que c'est génial, quoi. Ouais, c'est clair. Je connais. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est très déroutant parce que tu passes d'une phase où ils découvrent tout, ils mangent tout, ils sont trop contents si tu leur as proposé, tu te sens la reine ou le roi de la cuisine. Et puis d'un coup, vraiment, c'est du jour au lendemain, en fait. Ouais. C'est ça qui est flippant. Ouais, c'est du jour au lendemain. Et quand même, je trouve que l'alimentation autonome, elle peut permettre ça. Comme on mange avec toute la famille, l'enfant, il s'éveille à d'autant plus de goût. Et donc, on peut, de ce qu'on sait du développement d'enfant, on peut espérer que plus on a ouvert le panel alimentaire avant 18-24 mois, avant que ça commence, plus il y a de chances que cette phase soit... douce ou courte. Tu vois, j'y crois même pas moi-même. Quand tu définis court... non, je vais pas définir au micro. Parce c'est très long, ça peut être très long. Tu nous as aussi dit dans un de tes ateliers, et ça je pense que c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est que ça pouvait être de 3 à 11 ans, oui. La néophobie. Oui, alors, oui, non, oui. J'ai rien d'autre à ajouter. Non, mais de 11 ans, c'est-à-dire que tu peux passer 7 années de ta vie, 8 années de ta vie à galérer avec... ouais. Et puis là, je lisais une étude où en fait, même après 11 ans, on n'est pas non plus forcément sur un retour à tous les légumes, c'est d'accord, quoi. En fait, ce qu'on note, c'est qu'à l'approche de l'âge adulte, là, il y a un truc qui se passe. Mais moi, à titre perso, je m'en souviens en fait que d'un coup, les champignons, ouais, j'aimais bien ça, mais j'avais 18 ans, quoi. Et que jusque-là, je m'étais dit, non, Burk... Je crois quand même que l'alimentation se construit sur toute une vie et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'à un moment donné on n'aime pas et avec l'ouverture au monde aussi donc bon courage aux parents qui sont en plein là-dedans, ça peut être long mais je vous assure, passer par le jeu maximisera les chances de dénouer la situation tranquillement, même si on a le droit de pas avoir envie de jouer tous les soirs en tant que parent. Ouais, non mais c'est vrai que la bataille de les faire manger, ça peut prendre la tête quand même dans la famille, surtout s'il y a d'autres enfants. Bien sûr. Il y a d'autres rythmes dedans. Et donc tu dis aussi donc changer la texture, peut-être passer sur genre un gazpacho ou une glace. Exactement. Ou une soupe ou un pancake ou voilà. Exactement. En fait, c'est ça, plus tu vas changer la forme et ça peut être du coup là on est plus sur presque de la température. Ça peut être aussi un petit moule en forme d'étoile ou en forme de pâte patrouille si c'est pâte patrouille. Enfin, voilà, essayer de ramener du plaisir à un endroit où l'enfant est en train de s'en détourner. Ok. Alors, ça vient aussi, cette problématique de la néophobie alimentaire, toucher quelque chose, c'est l'aspect de la quantité. Ouais. Parce que souvent, quand on est parent, on est démunis. On sent qu'ils n'ont rien mangé. Voilà. Et après, on ne sait pas aussi évidemment ce qu'ils ont forcément mangé à l'école le midi ou à la crèche, donc c'est plus complexe. Mais comment on mesure, sur combien de temps on mesure la quantité? C'est pas comme nous. Non. Alors, avant de parler des plus grands, je veux quand même vraiment dire que pour les tout petits, les du coup 4 mois, si on commence à 4 mois, les 4 mois, 2 ans justement, faites fi des quantités. Là, vraiment, on fait confiance. Ils savent mieux que nous. Eux, ils ont pas tout leur... Tu vois, nous, on a appris à se retenir quand on a faim. Eux, ils sont très à l'écoute de tous ces sentiments-là, de faim, de satiété, etc. Et je pense que si on les suit, ils continuent de développer ce truc-là. En anglais, c'est la responsive feeding et c'est hyper intéressant de voir cette approche où, en fait, les enfants savent mieux que nous. Donc, jusqu'à cet âge-là, on fait confiance. Après, je crois vraiment, de toute façon,
que le forçage alimentaire, c'est délétère, donc ne pas aller là-dedans, enfin ça peut être délétère, et se garder en tête que l'équilibre alimentaire, il se fait sur la semaine, et donc si lundi, elle n'a pas mangé ses légumes verts, et ben on essaiera d'en proposer mardi. Si elle a mangé beaucoup de protéines un jour, ben le lendemain, j'essaye de pas en présenter du tout, et voilà, d'équilibrer, mais sur une semaine, c'est pas on remet à zéro toutes les 24 heures. Et toi, qu'est-ce que tu observes dans ton cabinet? Juste, est-ce qu'il y a des gros déséquilibres alimentaires aujourd'hui? J'ai la sensation quand même qu'on s'est un peu coupé pendant longtemps de ce qui était bon, pas bon. On a été parfois élevé à l'industrie alimentaire où tout est blanc, très sucré ou très salé, et qu'on est en train de revenir quand même un peu plus à une alimentation un peu plus équilibrée. Mais est-ce que tu le vois, ça, c'est une tendance où les enfants, ils mangent plus que du pain, des pizzas, ou il y a aussi ça, tu vois, un manque d'éducation autour de ce que ça veut dire manger pour le corps. Ce qui est bon, la saison, que ça vient de la terre. Dans mon cabinet, là je vais parler que de ça, mais du coup dans mon cabinet, comme on est face à des enfants qui ont des pathologies, en effet, l'industriel, il vient être un motivateur très puissant. On sait qu'un Kinder, c'est vachement plus motivant qu'une pomme de saison en fait, ce qui est à la fois terrible, mais du coup c'est vrai que moi pour le coup je vais m'en servir comme d'un outil. Bien sûr, c'est le renforcement positif. Exactement, parce que je suis en cabinet quoi. Mais est-ce que tu as la sensation quand même que ce soit, je parle pas forcément que des enfants, mais même des parents, on s'est un peu déconnecté de ce que c'est la bonne nourriture? Ouais, mais ça c'est sûr. Oui, c'est certain, mais je l'observe même à titre individuel quoi, oui, c'est ça. Et puis, je lisais un truc sur l'apport en nutriments d'un légume en 1983 et en 2020, et c'est pas le même. Ça fait flipper. Je pense à ça parce que c'est une responsabilité telle, et je pense que c'est pour ça que c'est autant un enjeu dans les familles. C'est quand même, aujourd'hui, on sait que l'alimentation chez les enfants, c'est hyper important pour leur développement, que ce soit même pour éviter des maladies, pour l'obésité, le diabète, et faire en sorte qu'ils aient des bonnes habitudes. Donc, tu vois, quand toi, tu nous dis que jusqu'à 11 ans, ils peuvent être dans néophobie, et qu'en même temps, on a envie vraiment qu'ils aient des bonnes habitudes alimentaires et qu'ils se gavent pas de choses mauvaises. C'est super dur de trouver l'équilibre sans culpabiliser et sans se dire est-ce que je fais bien ou pas, quoi. Moi, je crois vraiment pour le coup que c'est là où la question de quantité, elle fait sens. Un enfant qui mange que des pâtes, il a décidé qu'il ne mangerait que des pâtes, mais qui va réussir ce soir-là à manger un haricot vert. Mais c'est pas une blague, quand on est dans le dur de la néophobie alimentaire, c'est la folie. Et il faut que nous, en tant que parents, on reconnaisse cet effort, on accompagne cet effort pour que demain, ce soit 2 haricots verts ou 3 petits pois, et ça peut paraître abyssal en tant que parent, mais en réalité, c'est vraiment comme ça que tu rééquilibres une alimentation qui s'est peut-être un peu déséquilibrée à un autre moment. Ah ouais, donc dans ce truc de renforcement positif, d'être vraiment dans le tu peux être fier de toi, t'as réussi à manger un haricot vert, et pas dire t'as mangé que un haricot vert. C'est clair. Bon. Et puis vraiment aussi, je redis d'utiliser le jeu, mais ça peut être vraiment essayer de faire manger sans faire manger. On est en train de goûter ce qu'on prépare, ou sortir l'aliment de table, et c'est par exemple avoir fait, j'en sais rien, un carotte cake, faut le voir comme c'est quand même de la carotte, quoi. Ouais, je pense en tout cas accepter ces choses-là en essayant d'avoir l'alimentation la plus saine possible, d'être dans un accompagnement des enfants, en étant force de proposition en tant que parent, mais sans se flageller parce que notre enfant, il est dans cette période-là, quoi. Oui, déjà juste de dire que 3 enfants sur 4 y passent, déjà, bon, merci, ça soulage. Ouais, c'est clair. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est la durée, là. Bon, attends, ça peut être plus court. 11 ans, ça fait 2000 combien? 2030. Ok, d'accord. ça va être long. Ok, bon, mais déjà, sur les quantités, je pense que c'est important aussi de savoir qu'on ne mesure pas de la même manière que nous, et que en fait, c'est eux qui ont raison parce qu'eux, ils s'écoutent. Ouais. Contrairement à nous. C'est clair. Que nous, on se dit, bon, mais c'est 3 repas, donc je mange autant aux 3 repas, alors que non, on a peut-être faim en rentre. Ouais. C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est pas la même. Est-ce que y a un moment où il y a des choses quand même qui doivent nous inquiéter? Oui. Alors, je vais quand même renvoyer vers l'épisode qu'on a déjà fait ensemble sur les troubles, le développement de l'oralité. Mais mon mot-clé pour moi, c'est si le moment du repas il devient anxiogène pour vous, alors il faut consulter.
juste pour pas rentrer dans cette dynamique-là de il y a quelque chose qui va pas, je suis anxieux, je suis anxieux même à l'idée du temps du repas, les courses me rendent anxieux, etc. Et ça arrive vite en fait. Et donc consulter, c'est consulter son pédiatre dans un premier temps, et peut-être que déjà le pédiatre va pouvoir amener des choses, pédiatre ou médecin généraliste d'ailleurs. Et ensuite, soit ce sera un nutritionniste, orthophoniste, ergothérapeute, kiné, sage-femme, tous ces gens-là qui vont être spécialisés dans la prise en charge du trouble alimentaire pédiatrique, et qui parfois feront une séance de guidance, en fait, de prévention, d'essayer de vous donner des clés. Et nous, en cabinet, on a du matériel et de l'expérience à vous donner facilement. Donc, en disant ça, j'anticipe, suite à notre dernier podcast ensemble, je ne règle pas le problème du déficit du nombre d'orthophonistes en France. Et en effet, j'ai conscience que c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez une orthophoniste. Mais souvent, les orthophonistes spécialisées en troubles de l'oralité, elles ont des créneaux d'urgence. Donc voilà, je sais que c'est pas simple de les joindre, mais voilà, faut pas abaisser les bras pour autant avant d'avoir tenté le coup, quoi. Non, c'est clair. Et est-ce que tu aurais un exemple? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles du jeu. D'un jeu très simple que tu peux mettre en place au repas avec un enfant. Le truc que je pense tous nos parents ont fait, c'est les dessins dans l'assiette, en fait. Quand on fait un dessin dans l'assiette, on est déjà sur du jeu. On est en train d'appréhender les haricots comme des cheveux, les tomates comme des yeux. Et donc déjà, ton enfant touche. Et on a dit tout à l'heure, s'il touche pas, il met pas dans la bouche. Donc déjà, il est en train de jouer. À ce moment-là, j'essaye de choisir des aliments que d'habitude, il me dit saignette, mais je passe par le jeu. Ça peut être aussi carrément pour quand je suis vraiment très motivée, je sais pas, dessiner un jeu de loi ensemble avec un enfant, puis on avance sur les cases ensemble. Ça peut être faire un monsieur patate, prendre les ustensiles du monsieur patate, mais le mettre sur un vrai aliment, du coup une vraie patate. Bon, la patate en général, ça passe, mais une vraie pomme, par exemple. Voilà, essayer de leur faire comprendre que ça peut être rigolo et que par contre t'es pas obligé de manger, mais que si tu manges vraiment t'es champion, quoi. Ouais, on peut jouer déjà, c'est déjà bien. Voilà. Ouais, okay. Voilà, ne pas avoir d'attente et surtout pas d'attente irrationnelle, ce qui est souvent notre cas en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Oui, sinon on serait pas parents. Est-ce que manger avec les mains, passer 3 ans, passer 4 ans, vers 6 ans, c'est problématique, ou au contraire il faut encore encourager ça? En fait, c'est jamais, c'est pas problématique, si ce n'est pour la société peut-être. Enfin, tu vois, les règles de bienséance et tout ça. Non, c'est normal en fait, c'est normal. Je dirais c'est pas normal si l'enfant il veut faire ça à tous les repas, tout le temps, etc. Parce qu'il y a aussi une période d'acquisition par l'imitation, et donc de te voir manger avec des couverts, lui-même manger avec des couverts, et c'est chouette aussi. Mais qu'il y ait des moments où ils y retournent. Mais en fait, on estime à 2 ans qu'un enfant il doit manger avec des couverts. Tu vois, il doit manger avec des couverts dans la tête, mais c'est tellement coûteux au niveau attentionnel pour eux encore à cet âge-là. Donc, alors un enfant de 2 ans, mais c'est certain, mais du coup c'est aussi normal à 3-4 ans. Et puis, alors je sais pas toi, mais moi au niveau sensoriel, il y a un truc où j'aime bien quand je peux manger aussi certains aliments avec les doigts. Il y a vraiment des trucs que j'aime manger avec les doigts, quoi. Ouais, c'est vrai. Déjà, moi, j'adore manger des fruits, juste pour ça aussi. Hein. Bah ouais, c'est que je l'ai dans la main et que je peux le toucher, quoi. Ouais. Donc non, j'aurais envie de dire de l'encourager dans la limite de nos contraintes de bienséance. Et puis, juste vérifier qu'ils ont acquis une certaine motricité, en fait. C'est surtout ça. Oui, qui savent par ailleurs se servir de couverts à 3-4 ans. Ouais, c'est cool. Plus ça qui est important. Ouais. Que, comme tu dis, la bienséance. Ouais, exactement, en société. En fait. Exactement. On s'en fout s'ils mangent comme ça. Complètement. Mais c'est encore vachement ancré, je trouve, sur les règles à table, les coudes sur la table et tout. J'ai encore entendu des trucs, je me disais, mais oh là. Oui, du coup, ça me fait penser qu'à l'école, c'est pas tout à fait adapté pour qu'ils soient épanouis pour manger, puisque je pense pas qu'on autorise. Et justement, moi, au contraire, je trouve, ma fille est pas encore scolarisée, mais de ce que je vois du monde de l'école, alors la cantine, je pense, ça va être très dur sensoriellement sur plein d'aspects, c'est bruyant, il y a beaucoup de gens et tout, mais en même temps, comme on leur demande d'être autonome à table, en fait, j'ai l'impression que tu les vois plutôt utiliser les mains, revenir comme ça à des trucs où ils se débrouillent tout seuls, et du coup, fatalement, ils retournent à toucher avec les mains, se le donner aux copains dans l'assiette, et du coup, peut-être goûter des choses qu'ils n'auraient pas goûté à la maison. Finalement, ce groupe peut être quand même un peu porteur.
Après, je pense que ça peut être dur sensoriellement sur d'autres niveaux pour le coup. Mais... Oui, le bruit, tu as raison. Ouais. C'est jamais forcément agréable de manger dans une salle où c'est hyper bruyant. Alors, rassure-nous, s'il te plaît. Tu as une fille qui a un peu plus de 2 ans. Est-ce que toi aussi, tu galères? Mais tellement. Non, mais tellement. C'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. J'ai même plus la patience certains soirs à la maison parce qu'en fait je fais ça toute la journée, donc je délègue en fait parce que moi aussi ça y est, il y a plein de légumes qu'elle veut plus. Alors moi je me raccroche au jeu et tout ça, j'essaye d'appliquer les propres conseils mais je galère tout pareil, mais quand même je note que c'est vraiment une néophobie alimentaire, c'est rarement d'un bloc et pour toujours. Il y a souvent quand même des phases plus cool que d'autres. Et aujourd'hui, j'ai appris, mais d'ailleurs comme dans tout dans la parentalité, quand c'est plus cool, j'en profite à fond. Elle accepte un haricot vert, je suis super contente, j'en profite. Et est-ce que tu es arrivée en mode t'as pris trop la confiance parce que t'es orthophoniste spécialisée dans l'alimentation et moi, ma fille, elle va jamais aller là-dedans? Mais moi, je me la racontais parce qu'elle mangeait des épinards. Mais tellement. Aujourd'hui, tu vois son assiette. C'est blanc. C'est ça. Non, mais c'est bien parce que on passe tous par là. Mais j'imagine encore plus quand t'es tellement plongé dedans, que t'es formé, que voilà, tous les jours au cabinet, tu parles de ça. Tu te dis, c'est impossible que ma fille, elle passe par cette phase. En fait, non. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. C'est en rapport avec leur développement, eux. Développement normal. Hein, oui, donc ta fille est normale. En fait. Voilà, exactement. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit un génie. Mais je serais curieuse de rencontrer quelqu'un qui fait partie des 1 enfant sur 4 qui n'a jamais eu de néophobie alimentaire. Enfin, pas l'enfant, mais du coup les parents. Comment ils ont réussi à gérer ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent pour y arriver, eux? Je pense juste de la chance. Oui, c'est la loterie. Écoute, j'en ai une deuxième, ça se trouve, j'ai la loterie du 1 sur 4. Je croise les doigts. Non, ouais, je suis pas sûre. Mais elle est encore grave. petite. C'est vrai. Mais c'est pas grave, je suis préparée pour que ce soit l'inverse. Donc, à la limite, c'est même plus facile pour un deuxième parce que tu dis, bon, de toute façon, ça arrivera. Donc, on profite là maintenant qu'ils aiment bien. Mais quand même, ce que je trouve intéressant que tu dis, c'est que plus tu leur as proposé d'aliments divers avant cette période-là, plus ils vont, en tout cas, réduire le champ de la néophobie, quoi. Ouais. On peut vraiment imaginer ça. Donc, ouvrez le panel alimentaire de vos enfants. Ça, je pense, c'est un bon conseil quand on débute. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais quelle est la chose la plus importante. Ben, dans la diversification, se rappeler que c'est une découverte alimentaire et donc on ouvre. On ne cherche pas la quantité, on cherche l'ouverture. Et je pensais à quelque chose ici. Bon, là, évidemment, la période a été très particulière, mais emmener son enfant au restaurant, ça permet aussi de lui montrer une autre façon de manger, que ce soit ludique et de l'encourager à manger d'autres choses, même si malheureusement les menus enfants c'est quand même catastrophique en général. Non mais si, bien sûr. Et en plus, je trouve que tout petit, avant cette période de néophobie alimentaire, ça, si carrément, c'est facile. Moi, je trouve, tu vois, la DME pour le coup, elle permet la facilité au resto et en même temps, du coup, tu peux choisir un resto avec spécialité et donc d'autant plus ouvrir des choses que tu n'aurais pas l'habitude de cuisiner ou que tu fais pas. Donc oui, carrément. C'est une parenthèse, mais aller dans des choses très épicées quand nous on n'en mange pas ou des cuisines différentes, ça c'est pas problématique pour les petits? Non, c'est pas du tout problématique et au contraire, les enfants ils ont comme ça une appétence pour des goûts que nous on pourrait dire c'est chelou, tu vois. Au contraire, ils vont aimer beaucoup certaines épices et si enceinte, on consomme particulièrement quelques aliments comme ça qui nous plaisent beaucoup et qu'on en consomme beaucoup, il y a des chances, parce que ça a teinté le liquide amniotique, que ça soit dans leur top 3 aliments plus tard. Bon, alors si je résume, lâcher prise. Lâcher prise. Non, et le jeu, hyper important, et faire de son mieux. Hein. Ouais. Je crois accompagner le développement, accompagner la découverte alimentaire. Ouais, que ce soit pas, ça devient pas un enjeu dans la famille, comme tu dis. Et s'il y a des jours, on fait pas comme, on donne que des petits pots, ou on donne que du biberon ou du lait maternel parce qu'on n'a pas du tout envie de leur faire de la diversification. C'est ok en fait, carrément. Parce que je rappelle juste que jusqu'à, je crois, c'est 12 mois, hein, c'est le lait la première principale. Aliment. C'est l'aliment principal, Si on n'a pas la foi une journée entière de faire à manger, c'est certain. Il y a pas mort d'homme, ils vont rattraper ailleurs. Et puis on n'a toutes pas eu la foi.
faut se le dire, quoi. C'est vrai. Mais c'est ce que je te dis, franchement, maintenant que elle mange exactement ce que je mange, bah quand même, j'ai la foi de me faire à manger un petit peu. Ouais. Donc de toute façon, elle va quand même avoir quelques trucs à manger. Ouais. Ça, c'est cool, quand même, je tiens à dire. Ouais, moi, je suis dans ta team, je suis d'accord. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. Merci d'être resté chez moi dehors, de te faire bouffer par les moustiques. On s'est un petit peu fait. Et d'être venu jusqu'à moi à Bordeaux. Et ben, avec grand plaisir. À très vite, à salut. bientôt. C'était Manon Brostec, orthophoniste. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux @lamatrescence. C'était le dernier épisode de la saison 3. Je vous souhaite un très bel été. Restez connectés, il y aura des rediffusions, mais aussi des interviews inédites que j'ai données pour d'autres podcasts. Et surtout, prenez soin de vous.